14 morts dans un grave incendie à Hanoï. Le drame sonne de nouveau l'alarme sur la prévention et la lutte contre les incendies. Les investisseurs étrangers continuent de se montrer optimistes quant aux perspectives sur le long terme de l'économie vietnamienne. Le village de forgerons d'Assi attire de plus en plus de visiteurs vietnamiens et étrangers. Le tourisme expérimental contribue à faire vivre ce métier traditionnel. Un grave incendie s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi dans un immeuble à plusieurs étages dans la ruelle 119 rue Trung Kính, quartier de Trung Hoa, arrondissement de Cầu Giấy à Hanoï. 14 personnes ont trouvé la mort. Les forces compétentes ont réussi à sauver 7 personnes, dont 3 ont été blessées. Aussitôt après cet incendie, des dirigeants du ministère de la Sécurité publique, du Comité populaire de Hanoï et du ministère de la Santé sont venus sur les lieux du drame. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a aussi signé pour promulgation un télégramme officiel ordonnant aux autorités municipales de venir en aide rapidement aux familles des victimes, de traiter les conséquences et d'enquêter sur la cause de l'incendie. Il a aussi demandé d'examiner les réglementations de prévention et de la lutte contre les incendies dans les entreprises et immeubles locatifs, de renforcer la sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les incendies. Dans le cadre de la 7e session de la 15e législature, l'Assemblée nationale a discuté aujourd'hui de 3 projets de loi. Le matin, les députés ont écouté un rapport concernant le projet de loi sur les archives modifiées avant d'en discuter. Dans l'après-midi, ils se sont divisés en groupes pour discuter du projet de loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la loi sur les gardes et du projet de loi sur la gestion et l'utilisation des armes, des explosifs et des outils de soutien modifiés. La majorité des députés ont convenu de la nécessité de modifier la loi sur la gestion et l'utilisation des armes et des explosifs. Il faut avoir des réglementations plus spécifiques concernant les armes rudimentaires, comme le couteau par exemple. Aujourd'hui, le vice-premier ministre Trần Lưu Quang a rendu la décision sur l'aménagement de la région des moyennes et hautes montagnes du Nord. Lors de la conférence du Conseil de coordination de cette région tenue à Phú Thọ, le vice-premier ministre a demandé de concentrer les ressources sur la mise en œuvre des tâches clés énoncées dans le plan approuvé. Les localités de cette région doivent donner la priorité au développement d'infrastructures synchrones et modernes, à la connectivité régionale, interrégionale et internationale, aux infrastructures logistiques, à la transformation numérique et au tourisme durable. Il a aussi demandé aux localités d'accélérer le processus de déménagement, de dégagement des terrains pour les projets d'infrastructures de transport. L'attrait des investissements étrangers continue d'être un point positif de l'économie vietnamienne dans le contexte de la lente reprise du commerce et des investissements mondiaux. Fin avril, le pays comptait près de 1000 nouveaux projets d'IDE, soit une augmentation de près de 29% en nombre et de plus de 73% en termes de capital par rapport à la même période de l'année dernière. Le Vietnam continue d'être une destination attractive pour les investisseurs étrangers. Les infrastructures de plus en plus homogènes et modernes, les ressources humaines qualifiées et l'accompagnement du gouvernement, tels sont les éléments qui encouragent cette entreprise sud-coréenne de fabrication de semi-conducteurs à construire de nouvelles usines dans le nord du Vietnam. Le plus grand avantage est que les autorités locales sont toujours prêtes à nous écouter et à nous fournir du soutien. Les démarches administratives sont plus rapides. Pour plus de 1400 entreprises européennes au Vietnam, la nouvelle enquête montre que plus des 2/3 d'entre elles sont optimistes quant aux perspectives à long terme de l'économie vietnamienne pour les 5 prochaines années.
Le nombre d'entreprises envisageant de réduire leurs dépenses a également diminué à 15% contre 23% auparavant. Nous constatons une forte évolution des flux d'investissement de haute qualité au Vietnam dans des domaines allant de l'agriculture de haute technologie à faible émission aux semi-conducteurs, à la fabrication de produits électroniques et aux voitures électriques. Nous apprécions hautement les efforts du gouvernement pour encourager la participation plus profonde des entreprises nationales à la chaîne d'approvisionnement durable. La politique de diplomatie du bambou a créé la confiance des entreprises d'IDE en la stabilité de l'environnement des affaires et des investissements. Les changements de ces derniers temps aideront à améliorer l'efficacité de la gestion d'État, contribuant à la stabilité et à la transparence de la croissance économique du Vietnam et créant une solide confiance pour les investisseurs étrangers. Ces derniers temps, le Vietnam a continué à s'affirmer comme une destination potentielle pour les flux de capitaux d'investissement dans le secteur de haute technologie. En même temps, les capitaux d'investissement dans les industries traditionnelles, telles que le textile, la chaussure et l'immobilier, ont également augmenté. Il s'agit d'une base importante pour promouvoir les exportations et la croissance économique du Vietnam dans les années à venir. Le forum sur la gouvernance de haut rang Vietnam-Singapour, le VSBF 2024, a eu lieu ce matin à Hanoï. L'événement était co-organisé par le ministère du Plan et de l'Investissement et de la Fédération des entreprises de Singapour. Ce forum s'est penché sur les solutions visant à promouvoir la transition verte du Vietnam. Les partenaires singapouriens se sont appelés à coopérer et à soutenir le Vietnam dans ce processus. Le Vietnam continuera de donner la priorité à la recherche, au développement et à l'application des technologies vertes, notamment dans les énergies renouvelables, les technologies de production propre et de recyclage et l'adaptation au changement climatique. Selon les statistiques, l'année dernière, les capitaux d'IDE injectés dans les secteurs de croissance verte et durable au Vietnam ont augmenté en moyenne de 10 à 13% par an. Actuellement, environ 6 millions de Vietnamiens vivent dans plus de 130 pays et territoires, dont 80% dans les pays développés. De nombreux Vietnamiens de l'étranger veulent investir ou posséder des produits immobiliers au Vietnam. Récemment, le gouvernement a approuvé une proposition visant à avancer la date d'entrée en vigueur de la loi foncière de 2024 du 1er juillet 2024 au lieu du 1er janvier 2025. Cela devrait être un levier pour inciter les Vietnamiens d'outre-mer à investir dans le secteur immobilier national. Dan Chi est une Vietnamienne vivant en Grande-Bretagne. Depuis 2020, elle a commencé à investir dans l'immobilier au Vietnam. Elle a rencontré de nombreuses difficultés concernant les démarches judiciaires pour posséder un bien immobilier à son nom. J'ai à la fois la nationalité vietnamienne et britannique. Auparavant, lorsque j'ai acheté des produits immobiliers, j'ai dû les laisser sous le nom de mes parents. Les procédures étaient compliquées. Selon la loi foncière 2024, 2 groupes de Vietnamiens d'outre-mer peuvent désormais posséder des produits immobiliers au Vietnam. Il s'agit des Vietnamiens résidant à l'étranger et des personnes d'origine vietnamienne résidant à l'étranger. Cependant, faute d'informations, ces personnes et même les sociétés immobilières ne savent pas encore comment remplir les nouvelles procédures. La plupart des Vietnamiens d'outre-mer se renseignent en ligne sur le marché immobilier et les procédures nécessaires. Nous ne savons pas où obtenir des informations officielles et fiables. L'objectif de la nouvelle loi foncière est de perfectionner le cadre juridique et le système de propriété immobilière au Vietnam. Mais je ne sais pas encore comment cette loi sera appliquée. Il faudra revoir et compléter les documents déjà existants pour qu'ils se conforment à la nouvelle loi. Les experts soulignent également que la loi foncière 2024 ne définit pas clairement qui est considéré comme une personne d'origine vietnamienne. Alors, il est important d'élaborer des réglementations et des circulaires plus spécifiques concernant ce groupe de personnes. Les Vietnamiens d'outre-mer doivent soumettre les documents nécessaires au consulat ou à l'ambassade vietnamienne pour recevoir une confirmation de leur origine vietnamienne.
Pour investir dans l'immobilier ou acheter une propriété immobilière au Vietnam, nous leur recommandons de consulter régulièrement des sources d'informations officielles du gouvernement et des ministères concernés. Entrée en vigueur le 1er juillet 2024, la loi foncière est un document juridique important aidant à développer le marché immobilier et à attirer davantage d'investissements des Vietnamiens d'outre-mer dans ce domaine. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Tout de suite, un condensé des faits marquants de la semaine écoulée. La 7e session de l'Assemblée nationale 15e législature s'est ouverte le 20 mai à Hanoï. Cette session se divise en deux périodes, la première du 20 mai au 8 juin et la deuxième du 17 au 28 juin. Les législateurs examineront et approuveront 10 projets de loi, dont un projet de loi amendé sur l'assurance sociale, l'industrie de la défense et l'organisation des tribunaux populaires. Ils donneront en outre leurs avis sur 11 projets de loi sur les syndicats, les patrimoines culturels, la taxe sur la valeur ajoutée, etc. Dans le cadre de cette session de l'Assemblée nationale, le général To Lam, membre du Politburo, ministre de la Sécurité publique, a été élu président vietnamien pour le mandat 2021-2026. De plus, les députés ont élu Trần Thanh Mẫn, membre du Politburo, vice-président permanent de l'Assemblée nationale, au poste de président de l'organe législatif. Les deux dirigeants ont prêté serment devant l'Assemblée nationale et les citoyens du pays. Ils se sont engagés à faire de leur mieux pour garantir au mieux les intérêts nationaux, les droits et les intérêts légitimes du peuple et réaliser avec succès l'objectif d'un pays prospère, moderne et d'un peuple heureux. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu lundi 20 mai Narayana Murthy, fondateur et ancien président du groupe prestataire indien de services en informatique Infosys. Le chef du gouvernement a affirmé que le Vietnam souhaite promouvoir le partenariat stratégique intégral Vietnam-Inde. Il a exhorté les grandes entreprises indiennes comme Infosys à investir au Vietnam dans l'économie numérique, les technologies de l'information, l'industrie du logiciel, l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs. Le vice-premier ministre Lee Minh-khai a prononcé le 23 mai à Tokyo, au Japon, un discours lors de la 29e conférence sur l'avenir de l'Asie sur le thème « Le leadership asiatique dans un monde incertain ». Dans son discours, le dirigeant vietnamien a souligné l'importance de garantir la coopération internationale, le multilatéralisme et une approche mondiale, solidaire et globale pour résoudre les défis communs. Il a appelé les partenaires dans la région à continuer d'améliorer la capacité d'adaptation, la résilience et l'efficacité de l'utilisation des ressources. En marge de cette conférence, Lee Minh-khai a eu des rencontres avec des dirigeants d'autres pays et les grandes entreprises japonaises. La Commission européenne CE a convenu avec le Vietnam d'effectuer la 5e inspection sur la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée INN vers septembre ou octobre 2024 au lieu du mois de mai comme prévu.
L'une des raisons pour lesquelles la CE a retardé la date d'inspection est que le gouvernement vietnamien a récemment publié le décret numéro 37 sur la pêche et le décret numéro 38 sur les réglementations relatives à la sanction des violations administratives dans le secteur de la pêche. La CE souhaite donc avoir plus de temps pour envisager la mise en œuvre de ces deux décrets. Le Forum des affaires France-Vietnam s'est récemment tenu à Paris avec la participation de plus de 100 délégués, parmi lesquels des dirigeants d'entreprises françaises et des experts économiques et technologiques de premier rang de France. Dans le cadre de cet événement, de nombreux sujets ont été abordés, tels que l'intelligence artificielle, la mobilité intelligente, les technologies durables et la coopération dynamique entre la France et le Vietnam. Les partenaires du Vietnam comme Airbus, La Poste et de nombreuses banques françaises ont exprimé leur désir de travailler sur des projets à long terme avec le Vietnam. C'est le pic de la saison sèche sur l'archipel de Trường Sa. Cette année, la saison sèche est durée plus longtemps que d'habitude. La culture de légumes et l'élevage de bétail sur les îles se heurtent à de nombreuses difficultés. Et ce travail est encore plus difficile et ardu sur les plateformes. Mais les officiers et soldats ont bravé les défis pour soigner les potagers, comme protéger le symbole de la vitalité des plateformes en haute mer. Reportage réalisé sur la plateforme DK1/20. Il n'y a aucune pluie depuis 7 mois. À une altitude de 30 mètres au-dessus du niveau de la mer, le vert persiste. Pour avoir un potager vert comme celui-ci, les soldats ont dû conserver chaque goutte d'eau. Ces 2 plants de poivrons sont fertilisés et arrosés quotidiennement par les soldats. Après les repas, les têtes de poisson sont aussi enterrées sous le sol pour engraisser les légumes. Le potager de la plateforme DK1/20 est soigneusement protégé contre les fortes vagues océaniques, les vents violents et le soleil brûlant. Le vent est très fort, apportant de la salinité. Cette saison sèche, il n'a pas encore plu. C'est pourquoi nous devons économiser chaque goutte d'eau. Par exemple, si nous utilisons 20 litres d'eau pour le quotidien, il faut réutiliser 10 litres pour l'arrosage ou d'autres activités. Actuellement, sur cette plateforme, les soldats élèvent également 4 cochons et 30 poulets. Les porcs ont souvent le mal de mer. En 2017, le passage d'une tempête violente a tout balayé, y compris les volailles et les cochons. La vague est montée jusqu'à cet escalier. Le système de panneaux solaires installé sur le toit de la plateforme assure l'alimentation quotidienne en électricité, mais il est facilement endommagé par les vents salants. Le climat est très dur, donc les équipements sont facilement endommagés. Cette plateforme est une borne de souveraineté de la patrie. Grâce à l'énergie solaire, la plateforme est illuminée la nuit. Pour nous, c'est quelque chose de sacré. Le Vietnam se classe 3e dans la liste des destinations asiatiques préférées par les touristes européens. Cette liste est établie selon le nombre de recherches d'hébergement par les voyageurs européens sur la plateforme de voyage numérique Agoda. Le Vietnam est classé 3e juste derrière la Malaisie et le Japon. Les 3 destinations au Vietnam les plus recherchées par les touristes européens sont Ho Chi Minh Ville, Hoi An et Nha Trang. Au cours des 4 premiers mois de cette année, le Vietnam a attiré plus de 6 millions de visiteurs internationaux. L'objectif fixé pour cette année est d'accueillir environ 10 millions d'arrivées de touristes étrangers. Ces derniers temps, de plus en plus de touristes viennent visiter les forges traditionnelles. Ces expériences uniques sont nées d'une initiative de développement touristique où les visiteurs ont la possibilité de se transformer en forgerons. Le tourisme expérientiel
contribue à faire vivre le métier traditionnel de coutelier, attirant à la fois des touristes nationaux et étrangers. Visitons le village de forgeron d'Assi dans le district de Hà Đông à Hanoï pour mieux découvrir ce nouveau modèle touristique. Au cours des 50 années de forge, l'artisan Hoàng Tùng a toujours travaillé seul avec le charbon, la fumée et le feu, sauf lorsqu'il avait besoin de l'aide de ses proches. Cependant, ces derniers mois, l'ambiance à la forge a changé. Son atelier de forgeron accueille régulièrement des touristes venus visiter et expérimenter le métier traditionnel de la forge. Contrairement aux expériences touristiques normales, le village artisanal de Dassi a toujours de la poussière et des températures élevées provenant du four, ainsi que l'odeur du kérosène et le bruit des marteaux. En venant ici, les élèves peuvent mieux comprendre comment fabriquer des objets très familiers du quotidien. C'est la première fois que je visite le village d'Assi pour voir des ciseaux et des couteaux sous leur première forme. Nous avons pu constater de visu les étapes de fabrication des couteaux. Les artisans doivent travailler sous le soleil d'été et les températures élevées du four. C'est un travail très dur. En plus d'observer, les visiteurs peuvent expérimenter chaque étape, comme le façonnage de la lame ou l'ébauche de la lame pour éliminer la limaille de fer. Le meulage de la lame est l'étape la plus compliquée que seuls des travailleurs qualifiés peuvent effectuer en toute sécurité. Mais l'artisan Hoàng Tùng est prêt à inviter les visiteurs à l'essayer après s'être équipé de rangs et de lunettes. Il est parfois un peu dangereux que des étincelles jaillissent du broyeur ou que la lame soit happée par le mouvement de la machine. Mais cette expérience reste très intéressante. Une séance comporte de nombreuses instructions, depuis la position assise, l'angle d'affûtage du couteau ou des détails tels que la façon de tenir le marteau et l'observation du tranchant de la lame. Tous sont méticuleusement expliqués. Lors de l'interaction, l'artisan fait toujours des compliments et donne des encouragements aux visiteurs. Cette expérience a permis à Gary d'apprécier davantage l'artisanat traditionnel. Il souhaite que ce métier traditionnel soit préservé et promu. Les couteaux que nous avons à la maison sont généralement produits en série dans des usines. Mais en venant ici, en fabriquant directement des couteaux de mes propres mains, j'apprécie davantage cet article. Je pense que l'art de la forge des couteaux devrait être davantage développé. Grâce à la promotion du village artisanal d'Assi, les couteaux artisanaux vietnamiens gagnent en popularité tant au niveau national qu'international. Connus pour leur qualité supérieure et leur savoir-faire méticuleux, ces couteaux deviennent des souvenirs recherchés par de nombreux voyageurs. Les couteaux artisanaux se distinguent par leur forme et leur tranchant. Je suis heureux et fier de les avoir produits. Un grand nombre de nos produits ont été exportés vers la Pologne, l'Allemagne et la Belgique. Nous avons aussi livré des dizaines de boîtes de couteaux à Dubaï. Fin 2023, les jeunes du village de Dassi a introduit un nouveau modèle de tourisme expérientiel, proposant des visites de villages artisanaux aux étudiants et aux touristes étrangers. Malgré de nombreux défis, la promotion du tourisme dans les villages artisanaux est considérée comme un moyen durable de préserver ces savoir-faire traditionnels dans la vie moderne. Nous avons activement promu notre modèle touristique sur réseaux sociaux comme Facebook. À l'avenir, nous continuerons d'organiser des visites pratiques dans les forges locales et à collaborer avec des agences de voyage pour accueillir davantage de visiteurs.
Les machines modernes ne peuvent produire que des prototypes. Seules nos mains peuvent créer des produits uniques. Je souhaite donc que toutes les générations, dont les jeunes, essaient de suivre les pas de leur père et de préserver cette tradition. Ce serait dommage de perdre ce qu'on chérit depuis si longtemps. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci d'être toujours avec nous. Pour revoir nos émissions, n'hésitez pas à consulter le website affiché sur l'écran. Très bon week-end à vous tous et à la prochaine.